Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française, en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de me suivre aussi sur Instagram. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez m'acheter un petit café virtuel. C'est comme un pourboire sur Buy Me a Coffee. Le lien est dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que j'ai invité quelqu'un sur ma chaîne. Il s'appelle Jordi et il a une chaîne YouTube qui s'appelle le French Club. Et Jordi est aussi professeur de FLE, français langue étrangère, depuis de nombreuses années. Et il va nous parler de comment s'améliorer en allemand, en français ou n'importe quelle autre langue quand on a déjà un bon niveau, parce que je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Et on va tout de suite passer à l'interview avec Jordi. Bonjour tout le monde. Salut, Salut, bonjour, aujourd'hui je suis avec bonjour Yasmine. Jordi. Bonjour Jordi. Aujourd'hui je suis avec Jordi de la chaîne Le French Club qui est avec nous pour parler de comment s'améliorer en français ou en allemand ou n'importe quelle autre langue quand on a déjà un bon niveau. Parce que Jordi, qui va nous très vite parler un peu de son parcours, il est prof de FLE, français langue étrangère, depuis de nombreuses années et il connaît bien tous les sujets linguistiques. Du coup, merci d'être là, Jordi. Et si tu veux, pour commencer, tu peux te présenter un peu. Qui Oui, es-tu? Tu viens d'où? Voilà. avec plaisir. Donc moi je m'appelle Jordi, je suis français, je suis né dans la région parisienne. Je suis professeur depuis 2004. J'ai commencé à enseigner un petit peu par hasard au Venezuela et ça m'a tout de suite plu. J'en ai fait mon métier et ça fait presque 20 ans maintenant, puisqu'on est en 2023, que j'exerce cette profession. Voilà, mon parcours est un peu bizarre parce que j'ai habité un petit peu comme toi, un petit peu partout. Enfin, je suis né dans la région parisienne, j'ai habité en Charente-Maritime, c'est la région de La Rochelle, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, à Tahiti, à Nouméa, à Nice, un petit peu partout. Voilà. Oui, et quels étaient... bah, tu as enseigné dans tous les pays-là, pas presque tous ces pays-là. Quels élèves étaient les plus... Non, non, juste au Venezuela? non, 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 non. Non, là, c'était plutôt dans la première partie de ma vie, dans Ok. ma jeunesse. Et non, en fait, j'ai enseigné essentiellement à deux endroits. J'ai enseigné à l'Alliance française de Caracas Mhm. au Venezuela et également dans une école à Toulouse. Et depuis, enfin, depuis tout récemment, là, je suis à mon compte. Voilà, j'ai créé, donc avec ma chaîne YouTube, le French Club, j'ai décidé de créer mon propre club de français pour les gens qui apprennent le français. Oui, on va peut-être d'abord parler de ça. Comment tu as eu l'idée, en fait, de créer cette chaîne YouTube et explique-moi un D'accord, peu ce que tu fais. C'est très d'accord. intéressant. Alors, au départ, moi, je suis un grand passionné de ce qu'on appelle la classe inversée. Le principe, je ne vais pas faire une grande leçon de pédagogie, mais le principe, c'est qu'on va plutôt utiliser le temps qui est à la maison pour travailler sur des concepts grammaticaux, découvrir la grammaire, le vocabulaire. On va plutôt utiliser le temps de la classe pour profiter de parler en français. Et donc c'est plutôt le contraire de ce qu'on fait d'habitude, puisque traditionnellement, on faisait plutôt la partie grammaticale, hein. Quand j'apprenais l'anglais à l'école, on fait plutôt la partie grammaticale en classe. Et après, si on pouvait, on pratiquait. Là, c'est le contraire. Et donc, pour faire ceci, on a besoin pour travailler la grammaire à la maison, on utilise des petites vidéos. J'ai commencé à fabriquer ce type de vidéos, puis mes élèves ont commencé à les partager avec les élèves d'autres classes. Ils m'ont conseillé de les mettre sur YouTube et c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne YouTube et je me suis pris au jeu de YouTube en fait et donc petit à petit, ça a plutôt bien fonctionné et maintenant j'ai décidé de travailler avec ça. Et c'est à partir de ce moment-là, quand ma chaîne a commencé à se développer, que j'ai dit, OK, je vais créer ce club de français. Mhm. Super. Et j'ai une question encore un peu en lien avec ton travail de professeur.
Une Oui. question qui m'intéresse, parce que t'as eu quand même des élèves de plein de pays différents, plein de cultures différentes. J'ai compté, il y a plus d'une centaine, j'ai enseigné à plus des élèves qui provenaient de plus d'une centaine de pays. Ah, waouh. Et quels élèves, tu dirais pour quelle culture ou quel pays, est-ce que c'est le plus compliqué d'apprendre le français? Quels élèves étaient, ouais, qui avaient le plus de difficultés dans ton expérience? Donc les Allemands, à part les Allemands, c'est ça? C'est ça, on est nuls. Euh, non, 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 non. Euh, Effectivement, en fait, c'est ce qu'on appelle donc pour certains pays, des élèves qu'on appelle de culture éloignée, même si le terme est, c'est-à-dire des élèves dont la langue n'est pas une langue indo-européenne. Là, c'est compliqué. Par exemple, j'ai un exemple en tête. J'avais une élève chinoise. Elle avait 45 ans. On sait qu'après un certain âge, hein, c'est toujours plus difficile de se lancer dans une langue. Et le français, pour elle, était sa première langue européenne. Quand on a des élèves par exemple, j'ai eu beaucoup d'élèves coréens, taïwanais, japonais, qui parlaient déjà l'anglais. Certains parlaient même bien l'anglais, et c'était très facile. Mais quand c'est la première langue européenne, c'est très difficile parce que tout est tellement différent. Voilà. Inversement, pour les élèves qui viennent de langue latine, hispanophones, lusophones, donc les gens qui parlent portugais, euh, et les Italiens, par exemple, généralement, ils progressent beaucoup, beaucoup plus vite que les autres élèves parce que l'italien est la langue étrangère la plus proche du français. Voilà. Mhm. Ouais. Je, je peux imaginer que ceux qui regardent ta chaîne sont intéressés par les difficultés des germanophones. Oui, 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 c'est sûr. Mhm. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? Ouais. Oui. Alors, je ne parle pas l'allemand, mais je pense que tout le monde l'a compris. Et dès qu'on commence à apprendre le français, on le comprend très vite, hein. Les syntaxes en français, en allemand sont très différentes. Voilà. Souvent, la difficulté, elle est au niveau de la syntaxe. Le vocabulaire n'est pas toujours transparent, même si la plupart des élèves allemands ou germanophones que j'ai eus très souvent parlaient déjà bien l'anglais. Euh, Parfois, le français, c'est la deuxième ou troisième langue qui est apprise, hein. Et donc, généralement, avec l'anglais, vraiment, la difficulté, donc c'est la syntaxe. Après, le point fort, souvent, des élèves germanophones, c'est plutôt la prononciation, parce que la prononciation de l'allemand et du français ne sont pas si différentes que ça. Alors, il y a des petites différences, hein. Par exemple, les nasales, je sais que les un, en, on, Mhm. un n'existent pas en allemand. Donc ça, c'est facile pour personne finalement. Mais c'est vrai que souvent, quand un Allemand parle en français, dès les premiers niveaux, c'est assez clair, on comprend assez Mhm. bien ce qu'il veut dire ou ce qu'elle veut dire. Oui, c'est étonnant parce que nous, on se dit, ah, c'est quand même très différent le français et l'allemand, mais entre genre le français et le chinois, c'est tout un monde, c'est tellement Ouais, différent, hein. Du coup, finalement, ouais, l'allemand et le français, c'est pas si, ouais, si loin que ça, ouais. en fait. Euh, Non, je crois que... Oui, non, non, vas-y, je t'écoute, pardon. non, non, je voulais juste poser la prochaine question, mais euh, du coup, les gens qui suivent ta chaîne, du coup, sur ta chaîne, tu parles uniquement en français, hein. Du Exactement. coup, j'imagine qu'il y a aussi des élèves qui viennent qui viennent de plein de pays différents, etc. Oui, Mais qui ont tous un niveau un peu plus avancé, j'imagine, parce qu'ils arrivent déjà à te comprendre. ouais, Ils viennent avec quelles difficultés ou qu'est-ce qui l'intéresse en fait sur ta chaîne? Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait dans leur très apprentissage du bien. français? Alors, j'ai décidé donc ça, c'est un choix que j'ai fait, hein, mais j'ai décidé de faire une chaîne où il y avait un petit peu de tout, parce que je voulais pas trop me spécialiser sur la phonétique ou trop me spécialiser sur la grammaire, parce que je pense qu'on a besoin de tout pour avancer. Donc, j'ai essayé de faire une chaîne où on trouve de la compréhension orale, des podcasts. D'ailleurs, Yasmine vient d'en faire un avec moi, que je vous invite à regarder. Euh, donc des podcasts pour la compréhension orale, des précisions sur la grammaire.
Aussi, dans certains podcasts, je parle des aspects culturels. J'essaie de faire en sorte que ce soit le plus général possible. Voilà. J'ai pas voulu me spécialiser. En effet, au niveau du public, ce sont des élèves qui, pour la plupart, ont des niveaux qui vont entre le niveau B1, c'est-à-dire le niveau intermédiaire, au niveau C1, qui est le niveau avancé. Je Mhm. pense que B1, B2, C1 correspondent à 90% de mon public. Voilà. Mhm. Oui, ça m'amène aussi à ma prochaine question, c'est que quand tu as déjà un niveau C1 ou même C2, même si C2 c'est très difficile à atteindre, Ouais, mais ouais. Et c'est très peu de personnes en fait arrivent au C2. Ouais. ouais, du coup parlons peut-être plus du niveau C1. Du coup, quand tu as un niveau C1, ce qui est mon cas, je pense, comment on peut encore s'améliorer? Parce que moi, je trouve ça très difficile. J'ai plus envie de faire des cours, de suivre des cours. J'ai plus envie de faire des exercices de grammaire. Ouais, C'est rien de... En fait, ouais, j'apprends plus rien, en fait. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? ouais. Qu'est-ce qu'une personne peut Alors faire? c'est là où je suis pas forcément d'accord. Mon point de vue et mon expérience, c'est que en fait, quand on commence au niveau A1, A2, c'est pas très intéressant de faire de la grammaire parce que l'important c'est de communiquer. Et à partir du niveau B1, je trouve que c'est vraiment intéressant de s'intéresser à la langue. Parce qu'au niveau B1, on a un français qui est intermédiaire. Donc on arrive à discuter, on arrive à parler, on arrive à faire beaucoup de choses en français. En revanche, souvent, c'est un français qui manque de précision. Et c'est là où c'est intéressant de regarder la grammaire du français. Et pour répondre à ta question, donc à la fois ma chaîne YouTube, le French Club, et le club de français en ligne que j'ai créé s'adresse justement à des personnes qui sont à ce niveau B1, qui est le niveau plateau en fait, hein, où on commence à stagner, et pour leur apporter des outils linguistiques pour qu'ils arrivent à progresser, parce que on peut toujours progresser en français. Et d'ailleurs, moi je suis français, je suis professeur de français, et je continue d'apprendre presque tous les jours sur le français. Et j'imagine que c'est la même chose avec toi en allemand. On continue toujours d'apprendre sur sa langue, ne serait-ce que du vocabulaire nouveau, des choses nouvelles, des concepts nouveaux. Mhm. Et nous aussi, on fait des erreurs, hein. Moi, je fais des erreurs en allemand. Il y a des choses que j'ai mal appris ou qui, dans ma région, par exemple, les gens, ils disent bah, pas Ouais, correctement. Du coup, voilà, on a tous des choses à apprendre. Il y a aussi des choses qui ouais. sont pas correctes, mais tout le monde les dit et voilà. Du Et coup, alors, mm, j'avais fait une vidéo sur ce thème, les erreurs que font les Français. Voilà. mhm. Donc, effectivement, les Français font énormément d'erreurs lorsqu'ils parlent leur langue. Alors, ça dépend bien sûr du bagage culturel de chacun, mais donc c'est important. Et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce qu'il faut, je pense, dédramatiser l'erreur. Elle fait partie de l'apprentissage. Oui, C'est tout. absolument. Et oui, moi, en tant qu'Allemande en France, souvent je remarque les erreurs qu'ils font les Français, hein, notamment à l'écrit. C'est vrai Oui, que ouais, écrire, c'est ouais. pas... Voilà, il y a un problème sur ce niveau-là. Alors Euh, oui, tu as quelque chose à je, dire je là-dessus, j'imagine. Oui, non, non, je fais partie. Alors, il y a un peu deux écoles, mais je fais partie de ceux qui pensent que le niveau à l'écrit a, on va dire, baissé. C'est-à-dire que une personne qui avait un baccalauréat il y a 40 ans avait un niveau de français qui est bien meilleur qu'une personne qui a un baccalauréat maintenant. Je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais c'est Mm. malgré tout ce que je pense. Mais j'ai pas la comparaison, mais j'ai remarqué que bah, bien écrire, c'est souvent difficile. Bah, pour plein de jeunes, c'est difficile en France. Et pour moi, qui ai appris le français de manière, on va dire, structurée, correcte, etc., parfois je remarque des erreurs en fait qui font les Français. Ouais, tout Du à fait. coup, c'est pas toujours un désavantage en fait d'être étranger et Oui, non, non, d'avoir appris la langue en exactement. fait. Non, non, Mm. non, non, non. Mon épouse aussi est étrangère, hein, elle est vénézuélienne, et on lui a déjà fait la remarque, elle écrivait mieux que certains Français, oui. Donc Oui, c'est on m'a dit ça aussi. voilà, J'ai du voilà. mal Donc à il y faut pas, croire, donc mais. non, 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 mais donc il faut absolument pas avoir de complexe. C'est vraiment important. Mm. Parlons un peu d'un sujet qui est très important aussi, où les gens se posent souvent des questions, c'est l'accent, perdre son accent. Bah, moi, par exemple, je vis en France depuis 6 ans, et même avant, j'étais en France plusieurs fois et tout. J'ai toujours un accent.
Est-ce que Ouais. tu trouves, en tant que professeur, que c'est important de vouloir perdre son accent? Est-ce que c'est le but ultime? Ouais. Ou quel est ton avis personnel sur les accents? Alors, nous, en tant que professeur, on réagit toujours en fonction des objectifs. Quels sont les objectifs de l'élève? Est-ce que son objectif, l'objectif de l'élève, c'est juste de venir en France pour les vacances et pouvoir acheter du pain et au supermarché? Est-ce que c'est sympathiser avec des Français? Donc là, on va être un petit peu plus exigeant. Est-ce que c'est travailler en français? Et là, effectivement, à chaque fois, on a des attentes et des objectifs qui sont différents et donc des stratégies qui vont être différentes. Si votre objectif est de travailler, de vivre en France, effectivement, il va falloir soigner son accent. Euh, En fait, la différence entre accent et prononciation est difficile, elle est pas très claire. À partir du moment où l'accent va créer une tension, une incompréhension, je vais considérer que la prononciation n'est pas bonne. Voilà, il y a un problème de prononciation, c'est pas seulement un accent. Si, à l'inverse, on entend un petit accent étranger, mais que ça ne crée aucune tension, ce qui est le cas par exemple pour un élève de niveau C1. Hein. Il y a un accent, oui, mais il ne crée pas de tension et on l'oublie presque au moment de parler. Dans ce cas-là, c'est parfait, il n'y a pas besoin de perdre son accent. Je pense aussi qu'en France, les gens sont un petit peu plus... on est un peu plus permissif sur les différents accents. Par exemple, il y a 30, 40 ans, tu n'entendais pas des gens qui avaient l'accent du Midi. Alors le Midi, c'est le sud de la France, à la télévision. C'était l'accent standard parisien. Aujourd'hui, tu entends des journalistes, des commentateurs qui ont un accent différent, des accents belges, des accents nord-africains, québécois, à la télévision française. Donc les gens sont plus ouverts sur les différents accents. Mhm. Oui, je trouve que oui, les accents, ça peut être une richesse aussi. Et comme tu dis, s'il y a pas de tension qui se crée, si tout est compréhensible, pourquoi ça serait grave d'avoir un accent? Et même Non, au absolument. sein d'un pays, il y a des accents, hein. Oui, en France, il y a l'accent du Ouais, ouais, sud, ouais, du ouais, nord. En Allemagne aussi, on a absolument. énormément d'accents, mais c'est quand même des Allemands qui parlent. L'allemand, c'est juste un petit Ouais, accent. Du coup, ouais, c'est pas grave. ouais. De mon propre expérience, je voulais dire que euh, parfois, ça m'arrive que quelqu'un se rend pas tout de suite compte que je suis allemande, parce que je sais pas, ils écoutent pas bien. Ou... Hein. mais dès que je fais une erreur, c'est bizarre en fait, parce qu'ils vont se dire ah mais pourquoi elle fait des erreurs? Elle est française. Du coup, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça de garder son petit accent, parce que comme ça, les gens ils vont être un peu plus gentils quand tu fais une erreur en fait. Ils vont pas se dire ah elle est stupide. Pourquoi elle a fait cette erreur de Oui, oui. subjonctif? Ouais. Voilà. Du coup, est-ce que, bon, pour moi, c'est pas. J'aime bien améliorer ma prononciation un peu et avoir un accent très léger. Ça serait un but pour moi, mais vraiment perdre mon accent, c'est pas le but ultime. Ou ça serait juste le but ultime si c'était aussi possible de ne plus faire d'erreur. Et ça, je suis pas sûre d'arriver là, de ne plus jamais faire d'erreur, en fait. Ça, c'est Ouais. difficile. Et donc, effectivement, donc, en fait, mais la réponse est dans ce que tu viens de dire, en fait. C'est cette envie de progresser. Je pense que, alors, que tout le monde peut arriver au niveau B1 et à partir du niveau B1, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui bloquent. Mm. D'autres vont bloquer au B2, d'autres au C1. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas très grave parce que, encore une fois, tout est une question d'objectif. Dans ton cas, ben voilà, tu as dit j'ai envie de progresser, j'ai envie de continuer. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est cette envie de progresser. Mhm. Oui, c'est ça. Et pour progresser, est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les personnes qui veulent améliorer leur prononciation ou leur accent? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour s'améliorer? Alors, pour la partie prononciation et accent, si c'est votre objectif, la première chose que je vous recommande de faire, c'est d'écouter. Écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écouter des podcasts, écouter la télévision, le journal télévisé, parce que c'est une sorte pas de référence linguistique, mais de standard, en fait. C'est un français qui est très standard. Hein. Quand vous regardez le journal télévisé de 20 heures, il faut qu'il soit
compris aussi bien dans le nord de la France qu'en Alsace, qu'en Corse, qu'en Bretagne, et donc ce français doit être standard. Voilà. Et donc, très souvent, on pense que les problèmes de prononciation sont des problèmes articulatoires, c'est-à-dire l'articulation de la bouche. Mais en fait, c'est faux. Et l'une des premières choses qu'apprennent les professeurs quand ils vont à l'université, qu'ils veulent devenir professeurs, on leur fait tout de suite comprendre que les problèmes de prononciation sont souvent des problèmes d'audition. Je ne vais pas faire un cours de linguistique, mais pour être très rapide, les sons en français, par exemple, la différence, les nasales n'existent pas en allemand. Donc la différence entre un, en, on, pour une personne qui débute, un germanophone débutant, ça va être la même chose. Hein, si je dis l'un, l'en, long, Yasmine, qui a un niveau avancé, elle sait que ce sont 3 mots différents. Et donc, on a un problème de perception des sons. Et en fait, pour bien les prononcer, il faut déjà bien les entendre. Sinon, on ne peut pas les... Donc, mon conseil, c'est celui-là. C'est de bien écouter, d'écouter beaucoup de podcasts, d'écouter. Et ensuite, normalement, ça devrait vous aider pour améliorer votre prononciation. Oui, je peux confirmer qu'il y a plein de mots que... Aujourd'hui, pour moi, la différence est tout à fait claire. Hein, mais il y a 5 ans encore, je ne voyais pas la différence. J'entendais pas la différence. Et c'est juste au fil des années où j'ai commencé à vraiment bien écouter que je me suis rendu compte des différences entre les sons, vraiment. Et je fais plus attention à ça. On dit que le cerveau, à partir de 12 ans, à peu près 11-12 ans, il va devenir sélectif. C'est-à-dire, en fait, le cerveau va dire « Ok, ce son n'est pas pertinent, donc je vais l'assimiler à un autre son. » Voilà. Donc, et après 12 ans, en fait, il devient sélectif. Et donc, il faut faire un travail particulier. Avant 12 ans, j'ai envie de dire pas de problème. Le cerveau perçoit tous les sons. Donc, on le sait très bien qu'un enfant qui va arriver, un petit Allemand qui va arriver en France à 5-6 ans, il lui faudra pas plus d'1 année pour parler français. Voilà. Mais c'est beaucoup plus dur pour un adulte. C'est la vie. Dommage que j'ai commencé le français à 13 ans. C'était un autre tard. Oui. Non. En France, c'est souvent la même chose. Ma génération, on a commencé à apprendre les langues étrangères, souvent l'anglais, parfois l'espagnol ou l'allemand. On commence à 11-12 ans, quand on rentre au collège. C'est malheureusement le pire moment pour commencer. Donc maintenant, on essaie de commencer un petit peu plus tôt. Je vois que, par exemple, les enfants commencent dès la maternelle à apprendre l'anglais. Oui, c'est vrai qu'en Allemagne aussi, c'est plus encouragé maintenant de commencer tôt les langues. Mais moi, l'anglais, pareil, j'ai commencé à 10 ans. Ça va, mais j'ai un bon niveau aujourd'hui, mais au début, c'était pas évident. Ouais, c'est pas un bon moment pour commencer, effectivement. Ok. On va arriver à la dernière question que je voulais te poser. C'est, alors moi, souvent, ça m'arrive de me sentir bloquée à un certain niveau linguistique. Hein. Du coup, pendant des mois et des mois, j'ai l'impression de ne plus avancer. C'est comme un blocage. Qu'est-ce que tu peux recommander à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là pour encore s'améliorer et pour dépasser un peu ce blocage? Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, l'envie de continuer de progresser. Une chose importante, parce qu'on peut parfois perdre un petit peu, comment dirais-je, on peut perdre, il y a aussi l'effet motivation. Hein. Au début, on découvre, c'est magnifique, c'est magique. Et puis, effectivement, la courbe stagne. Et si on veut progresser, ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus de travail. Donc, il faut continuer tout le temps. Ça prend du temps. Je sais qu'aujourd'hui, on est bombardé de messages souvent commerciaux. Apprendre le français en 45 jours, parler anglais en 2 mois. Bon, ce sont des messages commerciaux. Il faut savoir faire la part des choses. Apprendre une langue, c'est souvent le travail d'une vie. Donc, voilà, il faut continuer, faire ce que tu fais, c'est très bien, avoir l'envie de progresser, avoir l'envie de se perfectionner. Donc, écouter des podcasts, continuer de travailler sur la grammaire, même
La grammaire, ça peut être très amusant aussi. Je veux dire, si on le fait c'est pas forcément quelque chose d'ennuyeux, la grammaire, hein. Ça peut être très amusant de tester sa grammaire, de faire des mots croisés. Je sais pas, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Lire aussi, tout simplement, tout simplement. Mm. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que lire, par exemple, je lis en français, mais c'est la chose qui est encore le plus difficile pour moi. Je peux regarder des films en français, aller au cinéma, au théâtre, pas de problème. Mais lire un livre, on va dire un livre très littéraire, hein, littérature classique, ça c'est dur. Et je sais que ça Ouais, pourrait m'aider de vraiment me poser et lire une page et regarder bien tous les sûr, mots que je bien connais sûr. pas. Mais oui, c'est difficile de se motiver parfois. Du coup, ouais, tu as Mais raison, c'est plus un problème de motivation qu'autre chose finalement. Ouais. oui, oui, oui. Parce qu'à partir du niveau C1, tu disais que tu as le niveau C1. À partir du niveau C1, la personne est déjà autonome. Donc le professeur peut guider. Ça va toujours être un guide. Mais ce n'est pas comme un niveau A1 ou A2 où il faut vraiment prendre l'élève par la main pour, voilà. L'élève est autonome, ça veut dire tout le monde n'arrive pas au niveau C1. Donc si la personne arrive au niveau C1, ça veut dire qu'elle a déjà compris le système pour avancer d'elle-même. Voilà. Mm. Oui, c'est ça. Et à partir de ce moment, il faut trouver son propre schéma aussi hein, dans l'apprentissage et savoir définir ce qui Mais aide ou aide pas, quoi. Ouais. ça ne s'arrête, jamais. On continue de progresser tout le temps. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, du coup, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci Jordi, c'était vraiment Avec très plaisir. intéressant. Et voilà, je vais mettre le lien vers la chaîne de Jordi dans la barre d'infos. Il a une chaîne très intéressante pour s'améliorer en français. Du coup, on a aussi fait une vidéo ensemble où je parle un peu de mon apprentissage du français, mes chocs culturels que j'ai eus en France, etc. Et du coup, merci Jordi et à bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Au revoir.